Le 17 février 2023, le Marvel Cinematic Universe n'a pas seulement sorti son 31e long-métrage. Il a, sans le savoir, signé son propre constat de décès critique auprès du grand public. Pendant plus de 10 ans, Marvel était une forteresse. Un label de qualité industrielle si puissant qu'on allait voir chaque nouveau film comme on participe à un rite collectif. On acceptait tout, les formules prévisibles, les blagues parfois lourdes, parce qu'au bout du tunnel, il y avait cette promesse de cohérence et de grands spectacles. Mais avec Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la machine s'est grippée. Ce n'est pas simplement un mauvais film, comme Hollywood en produit chaque semaine. C'est un effondrement systémique. Une erreur mathématique où chaque décision, de la pré-production à la post-production, semble avoir été prise contre le bon sens cinématographique. Pourquoi est-ce, avec le recul de 2026, le pire film de l'histoire du studio? Parce qu'il est le point de bascule. C'est le moment où le public a compris que l'empereur était nu. Entre une esthétique de bouillie numérique qui brûle la rétine, un antagoniste censé être le nouveau Thanos mais qui finit humilié par des insectes, et un scénario écrit avec la profondeur d'un thread Twitter, nous allons disséquer aujourd'hui l'autopsie d'un naufrage. Ce film n'est pas une œuvre d'art, c'est un produit périmé avant même d'avoir quitté l'usine. Et pour comprendre comment Kevin Feige a pu laisser passer ça, il faut regarder là où ça fait mal, dans les coulisses d'une industrie qui a confondu quantité et immortalité. Accrochez-vous, car l'analyse va être aussi brutale que le score Rotten Tomatoes du film. Let me make this easy for you. Entrons dans le vif du sujet par ce qui saute aux yeux dès la première seconde. La laideur. On nous a vendu le royaume quantique comme une merveille subatomique, un univers aux possibilités infinies dépassant l'imagination humaine. Ce qu'on a reçu, c'est un économiseur d'écran Windows 95 sous acide. Le problème ici n'est pas le manque de budget, on parle de 200 millions de dollars, mais une technologie mal maîtrisée appelée The Volume. Vous savez, ces murs LED géants qui entourent les acteurs pour simuler des décors en temps réel, ça a fait des miracles sur The Mandalorian. Mais là où Lucasfilm utilise cette technologie pour créer de la profondeur et des reflets naturels, Marvel l'a utilisée comme une prison. Les acteurs, de Paul Rudd à Michael Douglas, semblent flotter dans un espace sans gravité, sans texture, sans aucune interaction réelle avec leur environnement. Il y a ce qu'on appelle en ingénierie visuelle le lighting mismatch. Regardez attentivement les visages. La lumière qui les éclaire en studio ne correspond jamais, absolument jamais, à la lumière du décor numérique derrière eux. Le résultat ? Une sensation constante d'irréalité qui empêche toute immersion. On ne regarde pas un film, on regarde des gens riches qui s'ennuient devant un écran géant dans un entrepôt d'Atlanta. Mais pourquoi une telle catastrophe visuelle ? La réponse est cynique, l'exploitation. En 2023, les rapports de Vulture ont révélé l'impensable. Les artistes VFX de Marvel, déjà sous-payés et en plein burn-out, ont reçu l'ordre de détourner les ressources de Quantumania pour sauver un autre projet. Avatar, la voie de l'eau. James Cameron exigeant la perfection, Disney a sacrifié Scott Lang sur l'autel de Pandora. Les rendus ont été bâclés. Des scènes entières ont été validées alors qu'elles n'étaient qu'à 60% de leur finalisation. Et le symbole ultime de ce mépris, c'est MODOK. Ce personnage est une insulte au métier d'infographiste. Ce n'est pas un choix artistique méta ou drôle, c'est le résultat d'un pipeline brisé où un artiste a dû modéliser un visage humain étiré sur une tasse géante en 3 jours chrono. Quand le visuel d'un film de super-héros devient une source de mèmes de moquerie plutôt que d'émerveillement, c'est que la mission première du cinéma, nous faire croire à l'impossible, a échoué lamentablement. Si le film n'était que laid, on pourrait encore se raccrocher à l'histoire. Mais c'est là que le naufrage devient total. Le script a été confié à Jeff Loveness, dont l'expérience principale vient de la série Rick et Morty. Et c'est précisément le problème. On n'écrit pas une épopée galactique censée lancer les 10 prochaines années d'une franchise, comme on écrit un sketch de 22 minutes pour Monsieur Bean. Le film souffre d'une pathologie narrative terminale, le stake collapse, ou l'effondrement des enjeux. Pour qu'une menace soit réelle, le spectateur doit ressentir le danger. Or, dans Quantumania, chaque moment de tension, chaque dialogue dramatique, chaque révélation est systématiquement, chirurgicalement désamorcée par une vanne. Une blague sur les trous, une blague sur le café, une blague sur les fourmis. Si des personnages eux-mêmes ne prennent pas le danger au sérieux, pourquoi le ferions-nous ? Quand Scott Lang se retrouve face à Kang le Conquérant, un être qui a annihilé des chronologies entières, et que la scène se transforme en un échange de punchlines digne d'une mauvaise sitcom de milieu de soirée, le pacte émotionnel avec le public est rompu.
Le sarcasme est devenu le bouclier de Marvel contre la paresse d'écriture. On n'ose plus être épique, de peur d'être ringard, alors on devient insignifiant. Prenons le cas de Cassie Lang. Elle est le moteur du film, celle par qui la catastrophe arrive. Elle est censée incarner la nouvelle génération, l'activisme, le cœur. Mais son écriture se résume à une suite de leçons de morale insupportables données à son père, un homme qui, je le rappelle, a littéralement sacrifié 5 ans de sa vie et affronté Thanos pour sauver l'univers. Le film tente de nous faire croire que Scott Lang est un lâche parce qu'il veut profiter de sa fille après un traumatisme universel, tandis que Cassie est l'héroïne parce qu'elle a bricolé un satellite dans son garage. C'est une dissonance narrative totale. Et que dire de la structure ? C'est une ligne droite sans aucun relief. Il tombe dans le royaume, il rencontre une résistance de figurants qui semble sortir d'un rejet de Star Wars version budget réduit, et il s'échappe. Il n'y a aucune croissance de personnage, aucune perte réelle, aucun sacrifice. À la fin du film, Scott Lang rentre chez lui, achète un gâteau, et se pose exactement la même question que nous. Est-ce que tout ça avait un sens ? La réponse est non. Quantumania est un film stationnaire. C'est 2h05 de surplace bruyant qui n'existe que pour remplir un calendrier de sortie et justifier un abonnement Disney+. C'est le degré zéro de la dramaturgie. Why am I looking at another me? I'm not another me, you're another me. You just came out. Why am I looking at another me? You're looking at the possibility of another you. Abordons maintenant le cœur du problème. L'éléphant au milieu de la pièce. Kang. La promesse de Marvel était claire. Après le départ de Thanos, il nous fallait une menace d'une ampleur inédite. Un être capable de jouer avec le temps comme nous jouons aux cartes. Kevin Feige nous a vendu Quantumania comme le pilier fondateur de la phase 5, le moment où l'on comprendrait enfin pourquoi le multivers est en danger. Sur le papier, Jonathan Majors livrait une performance habitée, presque shakespearienne. Mais le script de Jeff Loveness a commis un péché capital en narration, l'érosion de la menace. Dans Infinity War, on nous montre Thanos massacrer la moitié des survivants d'Asgard et briser Hulk en 30 secondes. On comprend physiquement qu'il est imbattable. Dans Quantumania, Kang le Conquérant, l'homme qui prétend avoir tué des Avengers par dizaines, se retrouve mis en difficulté par des fourmis géantes. Oui, vous avez bien entendu. Le futur antagoniste de 2 films Avengers est mis au sol par une charge de cavalerie d'insectes boostée à la technologie socialiste. Mathématiquement, la courbe de puissance, ce qu'on appelle le power scaling, est totalement anéantie. Si Kang ne peut pas gérer une armée de fourmis et un Ant-Man un peu essoufflé, pourquoi devrions-nous craindre son arrivée face à Thor, Doctor Strange ou Captain Marvel ? Le film a commis l'erreur de vouloir conclure une menace de niveau Nexus dans un film solo sans conséquence. En faisant perdre Kang dès son introduction, Marvel a tué le suspense pour les 4 années à venir. C'est ce qu'on appelle en dramaturgie le « villain decay ». Un méchant qui perd est un méchant qui ne fait plus peur. Et sans peur, il n'y a plus d'enjeu. Sans enjeu, il n'y a plus de MC. Why am I here? Do it! It'll work this time! What are you... Wait, no! No! I got this! Got this, Mais au-delà de la qualité du film, il y a les chiffres. Et en 2026, avec le recul, les chiffres de Quantumania ressemblent à un crash boursier. Le film a ouvert avec des scores corrects, portés par la curiosité et l'inertie de la marque Marvel. Mais dès la 2e semaine, la sentence est tombée. Une chute de 69,7% des recettes. C'est, à l'époque, la pire chute de l'histoire du studio. Pourquoi est-ce arrivé ? Parce que le bouche à oreille, ce moteur invisible qui fait le succès des films Marvel, est devenu toxique. Pour la première fois, le public général, pas seulement les critiques, a commencé à dire « Attendez, ce n'est plus ce que c'était ». Ce film a brisé le label de qualité Marvel. C'est l'instant précis où Disney a compris que la quantité avait définitivement dévoré la qualité. Le coût réel de Quantumania ne se calcule pas seulement en millions de dollars perdus au box-office, mais en perte de confiance. C'est ce film qui a forcé Bob Iger, le PDG de Disney, à sortir de sa retraite pour annoncer une réduction drastique du nombre de sorties. C'est ce film qui a conduit au licenciement de cadres historiques et à la remise à plat complète de la saga du multivers. Mathématiquement, Quantumania est le film le plus coûteux de l'histoire du studio si l'on prend en compte la dévaluation de la marque qu'il a provoquée. Il a transformé un événement cinématographique en un simple contenu jetable pour plateforme de streaming. Maintenant, prenons un peu de hauteur.
Si l'on regarde l'histoire du cinéma de blockbuster, les échecs sont souvent dus à une mauvaise compréhension de l'époque. Mais avec Quantumania, c'est l'inverse. Marvel a compris l'époque, celle de la consommation rapide, du contenu jetable, du binge-watching, et a décidé de s'y conformer totalement. Ils ont oublié que le cinéma, même de super-héros, demande une certaine sacralité. Quand vous regardez un film comme Iron Man en 2008, ou même Ant-Man premier du nom en 2015, vous sentiez la texture du monde. Vous sentiez le poids des armures, la poussière dans les rues de San Francisco. Dans Quantumania, tout est lisse, tout est propre. Même la saleté est numérique. C'est le symptôme d'un studio qui ne tourne plus dans le monde réel, mais dans une chambre d'écho. Le véritable drame, c'est que ce film a rendu Scott Lang insignifiant. Paul Rudd est l'un des acteurs les plus charismatiques de sa génération, mais ici il semble être un figurant dans sa propre franchise. Il subit l'intrigue, il subit sa fille, il subit Kang. Le héros n'est plus l'acteur de son destin, il est le véhicule d'une bande-annonce de 2 heures pour le prochain film Avengers. C'est la mort de l'arc narratif individuel au profit de la survie de la marque. Et c'est là que le mot « pire » prend tout son sens. Un film peut être techniquement raté mais avoir du cœur. Un film peut être mal écrit mais visuellement époustouflant. Quantumania réussit l'exploit d'être en dessous de la moyenne sur tous les curseurs simultanément. Il est le point de saturation. Le moment où la machine à produire du rêve a fini par produire du bruit. Alors, pourquoi Quantumania est-il le pire ? Ce n'est pas parce qu'il est le plus ennuyeux, ce n'est pas parce qu'il est le plus déconnecté. C'est parce qu'il incarne l'arrogance d'un studio qui a cru que son public accepterait n'importe quoi tant qu'il y avait un logo rouge au début. Il est le pire parce qu'il a gâché le potentiel du plus grand méchant de la franchise. Il est le pire parce qu'il a maltraité ses artistes de l'ombre au nom d'un calendrier de sortie intenable. Il est le pire parce qu'il a remplacé l'émotion par du sarcasme et l'émerveillement par de la bouillie numérique. Mais il y a une lueur d'espoir. En tant qu'analyste, nous savons que l'échec est souvent le terreau de la renaissance. Sans le crash de Quantumania, nous n'aurions jamais eu le virage qualitatif de 2025. Nous n'aurions jamais eu le retour à des effets pratiques et à des scénarios plus resserrés. Marvel a dû mourir un peu avec ce film pour comprendre comment revivre. Scott Lang a passé tout le film à demander « Qu'est-ce que j'ai raté ?» La réponse, c'était la dignité de son propre univers. Quantumania restera dans l'histoire non pas comme une aventure épique, mais comme un avertissement. Celui qu'au cinéma, même dans le monde de l'infiniment petit, les erreurs de calcul finissent toujours par avoir des conséquences infiniment grandes. You had the formula, you had the cast, but you quantum tunneled straight through the past into a future where nobody cares about your poorly rendered nightmare stairs. Maybe you bit off more than you could chew, tried to be endgame but you're more like... Sorry, that rhyme was better than your plot. Oh, Quantumania, what a disaster. You're the reason that the MCU's running backwards faster. Drowning green screen, dead on arrival fund. $200 million, zero weight to anyone. You collapse harder than your villain's plan. Proof that bigger doesn't mean you can. Quantumania, history won't be kind. You're the movie that the multiverse left behind. Subatomic, more like subpar. You set the bar low, then you aim for a star. Missed completely, now you're just a scar on the MCU bottom. There you are.